Chamengo. Je suis Nicolas Babin, originaire de Bordeaux, cette belle ville où nous sommes aujourd'hui. Plus de 35 ans d'expérience professionnelle un peu partout dans le monde, entre les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, le Japon, l'Allemagne, la France. Et donc j'ai fait plus de 15 ans chez Sony, dans les nouvelles technologies, et avec des valeurs qui sont les miennes, qui sont surtout ces valeurs de développement durable, et de laisser une planète un peu plus en forme que celle qu'on a reçue de nos parents ou de nos grands-parents. Et donc dans ce cadre, à la fin de Sony, je suis revenu sur Bordeaux après donc, plus de 20 ans passés à l'étranger, où j'ai toujours travaillé dans les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, je suis consultant pour ma propre entreprise et je travaille pour des grands groupes comme Amazon, comme Engie, comme BNP Paribas, comme AWS, comme Oracle, comme voilà, plein d'autres. Et je les aide au niveau de leur transformation digitale, toujours avec cet esprit justement de valeurs très importantes sur le développement durable et comment on peut utiliser la technologie pour aider la planète à se porter mieux. Voilà. Ça a commencé il y a très longtemps. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. J'ai été toujours au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'en 89, quand je suis arrivé en Californie pour faire mon stage suite à une école de commerce bordelaise, je me suis retrouvé au départ de l'Internet. Vraiment de l'Internet, c'était les premiers. On avait des disques floppy, ce qu'on appelait les disquettes. Et on rentrait ça dans un ordinateur. On avait un modem qui faisait un bruit infernal et on commençait à se connecter. Alors c'était CompuServe à l'époque. Et CompuServe nous permettait de partager des recettes. Et je me rappelle me dire « Waouh, c'est extraordinaire, le monde devient plus petit ». À la suite de ça, j'ai participé avec la BNP de San Francisco, où j'étais stagiaire. J'ai installé le premier système d'email qui s'appelait DaVinci pour la BNP de San Francisco. Je me rappelle les gens, quand j'arrivais le matin au bureau, me dire oh, « On a reçu un mail de Paris ». Parce qu'à l'époque, on recevait des fax. Et donc tout d'un coup, recevoir des mails, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis à la suite de ça, donc être en Californie, c'est vrai, à cette époque-là, moi j'étais jeune, j'avais 23-24 ans, donc ça a commencé à me travailler, les nouvelles technologies. Je suis un geek par nature, donc ça me plaisait. Et puis j'ai eu de la chance, c'est qu'après j'ai commencé pour Sony à travailler pour le GPS en 96. Donc le premier système de GPS au monde, c'est moi qui l'ai sorti avec Sony, et la division qui s'appelait ITAC, donc qui était la division qui fabriquait la carto numérique pour faire justement ces GPS. Et puis ça s'est très bien passé, donc Sony m'a promu patron de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc j'ai travaillé sur Aibo, le premier robot avec intelligence artificielle qui a été vendu dans le public, donc on l'a vendu dans beaucoup de pays dans le monde. Ça s'est encore très bien passé, donc j'ai continué à monter les échelons chez Sony. Je me suis retrouvé patron de la com et du marketing produit pour toute l'Europe, basé à Berlin, après un petit séjour à Tokyo. Et donc j'ai toujours été dans ces nouvelles technologies et c'est toujours quelque chose qui me plaît. Bon, avec vraiment une base d'intelligence artificielle et la donnée, comment traiter cette donnée, comment faire que cette donnée, justement, puisse aider derrière à faire beaucoup d'applications. Donc, en fait, ça fait partie de mon ADN. Ces nouvelles technologies, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Et vous les utilisez au quotidien ? Ah ben, je les utilise tout le temps. Là. Mon téléphone portable, bien sûr, alors, comme tout le monde, Waze et compagnie. Mais quand je pense que Waze est arrivé parce que Sony a sorti le premier système NRA en anglais, mais NRA en français, qui était le premier système de GPS. Donc si Sony n'avait pas commencé, aujourd'hui, je ne sais pas où on en serait. Je me rappelle quand TomTom est venu nous voir en Angleterre pour utiliser nos cartes numériques de Sony, ils étaient inconnus. Je me rappelle, même au départ, ils ne pouvaient pas payer la licence de la carto. Et moi, donc, j'avais fait un deal avec eux où dès qu'ils commençaient à faire de l'argent, ils pouvaient nous payer. Vous voyez, donc, il y a eu, comme toujours, dans tout, c'est pas que les nouvelles technologies, mais il faut savoir marcher avant de pouvoir courir. Et donc, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu marcher avec énormément de nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, les voir. Alors, à la maison, j'ai 3 Aibo. Je suis toujours un geek, je l'ai dit. Et donc, je joue avec mes Aibo. J'ai une conférence le 3 décembre à Arcachon. La ville d'Arcachon m'a demandé de faire une conférence. Je vais amener mes 3 Aibo qui vont m'aider à co-animer cette conférence. Voilà, c'est quelque chose qui est en moi et je mourrai avec. Alors, quand on dit GPS, on a plutôt tendance à penser que c'est l'armée américaine qui l'a mis au point. Oui, l'armée américaine pour tout ce qui était au niveau militaire. Moi, je parle du GPS pour tout ce qui est comme vous, comme moi. C'est-à-dire les premiers GPS dans une voiture privée, c'était un GPS de Sony. Alors, il y a plein de petites anecdotes que je peux raconter qui étaient à l'époque, l'armée américaine, justement, dégradait le signal GPS
Parce que l'armée avait l'usage exclusif des satellites. Jusque, je me rappelle, je pense que c'était 92 ou 93. Puis après, ils ont permis donc aux civils de pouvoir l'utiliser. Mais comme on était en pleine guerre du Golfe, ils dégradaient le signal pour éviter que l'ennemi en fait, puisse savoir où ils étaient. Tout ça. Donc nous, on avait un problème, c'est qu'on lançait donc, un système de GPS, mais on était à 100 jusqu'à 500 mètres, certaines fois, loin de l'endroit où on était vraiment, parce que c'était dégradé. Donc on avait inventé une astuce avec Sony, on avait inventé les capteurs de roues. Donc on avait 4 capteurs dans les roues qui nous permettaient de faire ce qu'on appelle en anglais du map matching, c'est-à-dire qu'on remettait, comme avec les roues, on était beaucoup plus près de la réalité, entre le GPS et les roues, on arrivait à faire une triangulation qui nous permettait de remettre la voiture sur la route sur laquelle elle était. Donc c'était très compliqué parce que si on crevait, les garages n'avaient pas l'habitude, ils disaient mais c'est quoi ce... donc il y a eu une logistique qui a été assez impressionnante à mettre en place, mais donc c'est vrai que l'armée américaine a commencé à travailler sur le GPS et après donc nous on est arrivés et si aujourd'hui, donc encore une fois, tout le monde l'utilise, il n'y a pas une voiture aujourd'hui qui est vendue, alors maintenant ils ont Android Auto ou Apple Car, mais aujourd'hui, toutes les voitures utilisent le GPS. Quoi. Je ne sais même plus... bon, alors je fais beaucoup de bateaux, mais même sur mon bateau, j'ai un GPS. Alors j'utilise la carte aussi au cas où le GPS ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'utiliser une carte aujourd'hui. On a vraiment plus l'habitude de dire, voilà, je suis là. Ou en tout cas, le GPS, c'est que je suis là, je veux aller à tel endroit et calculer la route. Voilà, donc ouais, et ça, c'était une chance extraordinaire, parce que je me rappelle mes voisins à Londres, quand on habitait à Londres à l'époque, les voisins qui nous disaient, le week-end, il y avait la queue devant chez nous, est-ce qu'on peut faire un tour dans la voiture qui parle ? C'était vraiment c'était extraordinaire. On arrivait à un rond-point, prenait la seconde sortie. Et là, les gens nous disaient, mais c'est hallucinant. Et on va vraiment arriver là où on dit qu'on va. Normalement, oui, c'était prévu. Puis après, on a rajouté le trafic. Alors au départ, on l'a rajouté avec RDS TMC. Bon, maintenant, ça arrive complètement naturellement avec Waze, entre autres, parce qu'ils reçoivent tous les rapports et compagnie. Mais on était vraiment au début de tout ça. Et pourquoi Sony n'a pas gardé cette longueur d'avance sur le GPS ? Alors ça, c'est le seul souci, je pense, de Sony, c'est qu'ils ont toujours été en avance sur tout. Quand on a vendu iTAC donc en 2000, je faisais partie de l'équipe qui a négocié ça, parce que j'étais directeur général d'ITAC Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et on l'a vendu donc à Téléatlas, qui ensuite a été racheté par TomTom. Mais à l'époque, on n'arrivait pas à le faire décoller. Et donc Sony, au niveau de la patience, c'était peut-être pas leur fort, et ils se disaient, si on n'arrive pas à le faire décoller tout de suite, on laisse tomber. Parce que PlayStation, par exemple, a décollé très très rapidement. La première PlayStation, jusqu'à maintenant la 5, c'est toujours des énormes succès. Et donc là, ils n'ont pas senti que ça allait prendre. Ils pensaient que voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont vendu. Même pour la robotique, en 2005, ils se sont dit, ça va pas prendre, donc on va arrêter. Donc ils ont arrêté. Et là, ils viennent de reprendre en 2018 avec un nouvel Aibo qui s'appelle le RS1000, qui est maintenant avec le cloud, alors que l'ancien Aibo était avec des memory sticks. Et c'est toujours comme ça. Sony est arrivé toujours un petit peu trop tôt. Et n'a pas profité de tous les investissements qu'ils ont mis en place, malheureusement, parce que c'était vraiment l'entreprise de la vision, l'entreprise de la nouvelle technologie. Je me rappelle, dans les années 2000, acheter une Sony, c'était un gage de succès. J'étais tellement fier de dire que je travaillais pour Sony, c'était extraordinaire. Je continue à dire que les produits Sony sont toujours d'une qualité supérieure à tous les autres. Alors avec Samsung, il faut savoir qu'on avait fait un joint venture pour les télévisions. C'est-à-dire que le châssis de la télévision était fabriqué par Samsung et donc on avait ce joint venture Sony-Samsung. Et donc on travaillait ensemble, c'était dans les usines Samsung avec les ingénieurs aussi de Sony. Et ce qui entourait la télévision, les deux entreprises le faisaient séparément. Et donc c'est vrai que quand on voit une télé Samsung, on voit que c'était plus du plastique, alors que quand on voit une télé Sony, c'est plus de qualité. Si on parle, et on en a parlé tout à l'heure, d'appareils photo, l'alpha est supérieur à tout ce que Samsung a pu jamais faire. Bon, de toute manière, Samsung, c'est principalement sur les téléphones portables, mais aujourd'hui, pour tous les professionnels, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Là, je vois, quand je suis interviewé par des chaînes, ils ont tous les caméras, c'est des caméras Sony. Bon, ça, c'est au niveau du pro. Donc, sur certains produits, c'est sûr que Samsung est passé devant. Sur d'autres, je pense que Sony a toujours la main. Voilà.
Et est-ce que Sony, pour parler de la marque que tu affectionnes particulièrement, est-ce qu'ils sont toujours à la pointe de l'innovation ou on sent qu'il y a un ralentissement et que l'heure de gloire de Sony est derrière? Oui, on sent que l'heure de gloire est peut-être un peu derrière, malheureusement. C'est une superbe marque, en tant qu'employeur, j'en rêve toujours, hein, c'était vraiment pour moi extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce Sony Shock en 2005 et que depuis, c'est compliqué pour Sony de revenir. Alors, PlayStation est toujours numéro 1. Sony Columbia TriStar, en termes de films, est toujours aussi très fort. Sony Music a toujours un portefeuille de musique qui est extraordinaire. Donc peut-être que le problème de Sony aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entités et que c'est compliqué pour eux de tout ramener. Moi, quand j'étais patron de la communication de Sony Europe, l'électronique représentait 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Malgré les grands noms comme James Bond qui sortaient, c'était des films Sony à l'époque, on avait eu trois James Bond qui étaient Sony, malgré les Spider-Man qui sont sortis, qui étaient des films Sony, ça, on faisait énormément d'argent avec ça, mais l'électronique était toujours 80%. Aujourd'hui, moi j'ai quitté Sony en 2008, donc je ne sais plus du tout, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup moins. Bon, déjà, on avait des Walkman, même en 2008, aujourd'hui Apple a mangé le marché, puis de toute manière, les téléphones portables nous permettent d'écouter de la musique. Au niveau des téléphones portables, justement, la marque Sony, on la voit presque plus. Il y a vraiment presque plus de produits, même si Sony Mobile existe. C'est vrai que pourtant leur qualité en termes de caméra, moi j'en avais un juste avant et j'ai changé de Sony à Samsung. Peut-être ça veut dire beaucoup. Dans leur temps, ils étaient les meilleurs. Alors qu'est-ce qui fait qu'une marque est forte par rapport aux nouvelles technologies? C'est surtout une vision et c'est surtout un moyen de faire accepter aux gens par l'expérience leurs nouvelles technologies. Sortir une nouvelle technologie, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec la transformation digitale, ce qu'on appelle transformation digitale dans les entreprises, c'est aider les entreprises à changer leur méthode de travail. Ce n'est pas uniquement avec le digital, mais c'est beaucoup avec le digital. Mais c'est vrai que moi, un projet de transformation digitale, je l'approche avec un projet de gestion du changement. Et ça, c'est vraiment le principal. Et c'est pareil avec les nouvelles technologies. Quand le Walkman est sorti, Monsieur Ibuka et Morita, qui étaient donc les deux fondateurs, avaient demandé, parce qu'ils prenaient énormément l'avion entre Tokyo et New York, qui est l'un des vols les plus longs de la planète. Et ils disaient qu'ils voulaient avoir un Walkman qui rentre dans leur poche de chemise, parce que toujours en chemise, première classe, cravate. C'était une époque. Et donc l'ingénieur que je connaissais très bien qui avait créé ce Walkman n'avait pas pu faire un Walkman plus petit. En 79, c'était encore pas possible. Et donc Monsieur Morita et Ibuka avaient demandé à la personne qui leur faisait les chemises de faire une grande poche pour que justement elle puisse montrer. Mais ça, c'est du storytelling de 79. C'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui avec l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle le UX, qui est quelque chose de très important au niveau marketing. Et eux, ils avaient compris ça avant tout le monde. Et c'est ça qui a fait que Sony est devenu une énorme marque, parce que justement, ils se faisaient prendre en photo, en film, dans l'avion, avec leur Walkman. Regardez, mon Walkman, il tient dans ma poche, et je peux tenir tout le vol en écoutant du Karajan, parce que Herbert von Karajan était un ami de M. Morita. C'est comme ça que Herbert von Karajan a aidé Sony à sortir le CD. Le premier, il faut se rappeler, avant le CD, c'était la cassette, avec le stylo qu'on mettait quand la bande de la cassette partait en vrille, si je puis dire. Ouais, ça, c'était avant. Sony est arrivé, a fait le CD. Alors, on a reçu des lettres au niveau du CD, c'était incroyable. Les gens se plaignaient en disant « Oui, vous allez gâcher la qualité de la musique ». Et c'est pour ça que de s'être associé avec quelqu'un comme Herbert von Karajan, ça fait encore partie du storytelling. Parce que lui, il était là pour garantir la qualité de la musique. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, c'est un amalgame de beaucoup de qualités qui vont faire qu'une marque va pouvoir s'en sortir au niveau des nouvelles technologies. Donc il y a la vision, il y a l'expérience utilisateur qui doit être la plus simple possible, sinon les gens vont pas adhérer. Il y a aussi un état d'esprit. Et cet état d'esprit est très important, c'est de se dire, voilà, ben on va s'ouvrir à... Même si on est une ancienne entreprise, il faut savoir que Sony, quand ils ont commencé, donc en 1946, le premier produit qu'ils ont fabriqué, c'était une machine à faire du riz.
On le voit aujourd'hui quand on va dans le musée de Sony à Tokyo, une machine à faire du riz. Ils ne savaient pas, ils se cherchaient, puis ensuite ils ont fait une radio. Donc M. Morita allait aux États-Unis, alors qu'il faut se rappeler que c'était juste après Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki. Il avait quand même la force de caractère d'aller aux États-Unis vendre sa radio. Et quand il sonnait à la porte, on voyait un Japonais qui arrivait devant un Américain. Vous savez que les Américains ne sont pas très connus pour apprécier justement les gens qui ne sont pas comme eux. Mais il a eu le courage de faire ça. Et c'est au fur et à mesure comme ça qu'il s'est développé. Et de la radio, on est passé donc à la télévision, les premières télé Sony, et puis de la télévision, le Walkman. Et c'est vraiment le Walkman qui a fait que Sony est devenu cette énorme entreprise et que j'affectionne toujours autant. Je pense que ça doit se sentir dans ma voix. C'est vrai que c'est une entreprise extraordinaire. Oui. Les limites, comment on est détrôné à un moment donné parce qu'on se fait dépasser par d'autres? Quand on est trop gros et qu'on ne comprend pas que, justement, que cette transformation digitale, donc Sony, on vendait des boîtes, parce que Sony, le business model de Sony, c'était B2B2C, ce qu'on appelle donc business to business, un autre business to business, c'est-à-dire vous achetez jamais à Sony, vous achetez à Fnac, Boulanger et compagnie. Et donc après, eux, ils vendaient aux consommateurs. Et Sony était une entreprise qui est devenue un paquebot. C'est des centaines de millions d'euros, de milliards d'euros, pardon, des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'était devenu une énorme entreprise. Et je pense qu'il y a eu un peu l'effet se reposer sur ses lauriers qui a fait qu'il y a eu ce Sony Shock en 2004 où M. Hidei, donc, qui était notre PDG, a réalisé devant les journalistes que financièrement on avait un problème. Et donc il y a une photo de lui sur le Nikkei, le journal Nikkei, où on le voit choqué, et donc ils mettent Sony Shock, et ça a été vraiment ça a été très dur de se relever de ça. Pourquoi ça s'est passé? Parce qu'en fait, M. Hidei et tous les patrons, M. Oga était pareil, Morita et Ibuka pareil, c'était des gens qui étaient très forts, mais avec une personnalité qui faisait un peu peur. Donc, je pense qu'il faut toujours savoir évoluer avec son temps, il faut toujours arriver à comprendre ce que les gens ont besoin. Cette expérience utilisateur, ça peut être aussi expérience des employés, ça peut être expérience à tous les niveaux. Et là, ces équipes, à M. Hidei, ont eu peur de lui dire « on a un problème ». Et donc lui, il l'apprend parce qu'un journaliste lui pose la question à cette conférence de presse à Tokyo. Et là, il ne l'avait pas vu venir. Donc déjà, il faut se remettre de ça. Et ensuite, c'est déjà un peu trop tard. Alors, il y a eu des erreurs. Il y a eu une autre grossière erreur qui a été de fait de ne pas croire en télé LCD. Donc, lui, il a voulu continuer à pousser la télé cathodique, donc avec les tubes, les grosses télés très lourdes, alors que tous les concurrents étaient déjà passés aux télé LCD. Donc, on a loupé alors qu'on était, alors je dis toujours, alors que Sony était toujours à la pointe de la télévision. Là, il y a eu cette erreur. Donc, les limites, c'est vraiment de se dire qu'aucune entreprise n'est invincible. On en parle, Nokia aujourd'hui, on ne les voit presque plus. Il faut dire que Nokia s'est transformé à travers les âges. Nokia, au départ, ils vendaient du papier toilette. Les premiers produits de Nokia, c'était des papiers toilettes. Puis ils se sont transformés. Aujourd'hui, on les voit de moins en moins. Motorola, qui était une marque quand moi j'étais jeune adulte, on ne parlait que de Motorola. Google l'a racheté et n'en a rien fait. Donc voilà, il faut savoir vivre avec son temps, il faut savoir se transformer, il faut toujours savoir se questionner. Et ça, c'est important. Et ça rejoint ta question du départ en disant ces nouvelles technologies. Moi, j'ai su, en tout cas, toujours m'intéresser à ces nouvelles technologies. Et c'est cette passion qui me permet d'être toujours à la pointe en termes d'intelligence artificielle. Et je me renseigne, je lis, j'écris, j'essaie de partager aussi un peu tout ça. Et je pense que c'est ça qui va permettre aux entreprises ou aux entrepreneurs aussi de s'en sortir, c'est de toujours se remettre en cause. Alors effectivement, les Japonais ont une passion pour les robots humanoïdes.
ou les pets. Est-ce que ça reste une passion japonaise? Parce que moi, quand j'ai fait mon reportage donc dans les années 2000, les Japonais me disaient qu'ils avaient une longueur d'avance et qu'on allait voir ces robots, on va dire, à visage humain dans le monde entier 20 ans plus tard, pas franchement. Oui, alors ça reste très japonais. Il faut réfléchir que c'est des robots qui sont là pour faire du divertissement et pour aider les gens à ne pas être seuls. Encore une fois, la culture japonaise fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont célibataires, il y a beaucoup de gens qui sont âgés, et donc il y a un besoin aujourd'hui pour que ces personnes âgées ou ces personnes célibataires aient un contact et j'allais dire une vie, presque une vie, un compagnon. Aibo d'ailleurs en japonais veut dire compagnon. Et puis c'est aussi, ça veut dire Artificial Intelligence Robot, donc BO pour le robot. Et donc c'était vraiment cette culture, au départ, c'est pour ça qu'au départ le Japon est parti en flèche. Aibo, le premier qui a été vendu, le 110, le RS110, je crois qu'il est toujours dans le livre Guinness des records pour le produit électronique qui a été vendu le plus rapidement et en plus grande quantité. On avait, je crois, 2000 unités, ça a été vendu uniquement au Japon et aux États-Unis, et ça a été vendu en 20 minutes. C'était quelque chose d'extraordinaire, avant que même Internet existe. Donc ça existait, mais on ne vendait pas encore sur Internet. Et donc, c'est vrai que les Japonais sont beaucoup plus enclins à cette technologie, mais je dirais plus maintenant, on le voit quand même dans les pays asiatiques. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps, au Novotel de Nanjing, j'ai été accueilli par un robot. Alors, je ne parle pas chinois, donc je ne sais pas du tout ce qu'il m'a dit, mais un robot est venu vers moi pour me proposer de faire mon enregistrement en ligne sur son écran. Donc on commence quand même à le voir de plus en plus. C'est vrai qu'au Japon, maintenant, il y a des hôtels où il n'y a plus que des robots qui reçoivent les gens. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Mais c'est vrai qu'on commence de plus en plus quand même à avoir Le robot fait beaucoup moins peur. Quand j'ai sorti Aibo en Angleterre, je me rappelle, on avait été dans un centre commercial à Manchester qui s'appelait le Trafford Center, qui est l'un des plus grands centres commerciaux d'Angleterre. Et j'avais sorti une dizaine d'Aibo pour justement que les gens commencent un peu à s'habituer. J'ai une personne qui a sauté sur un Aibo, qui lui a arraché la tête. Alors je me suis interposé, il m'a dit non, je ne veux pas que ce genre de robot me remplace plus tard. Donc on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a cette habitude avec le robot. Nous, pourquoi on a sorti avec Sony un robot chien? Parce que justement, on savait que le chien n'allait pas être menaçant pour les gens. Et alors on avait pensé à un chat, un chien, mais on ne voulait pas faire un robot qui ressemble au film de science-fiction. C'était la raison. Donc c'est vrai que la culture asiatique est peut-être plus avancée que nous en termes d'utilisation de robots, mais aujourd'hui quand même si ce n'est pas là où on aurait espéré il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui quand même on en voit de plus en plus. J'ai lu dans ton livre que la production a été arrêtée en 2005 et vous l'avez reprise, tu vois, moi aussi je te mets toujours chez Sony. Sony l'a repris en 2018. Pourquoi vous l'avez arrêté? Pourquoi vous le reprenez? Alors, en 2005, pourquoi ça a été arrêté? Pour la même raison que le GPS a été arrêté, parce que Sony estimait qu'il ne vendait pas assez. Il y avait aussi, c'était le changement en 2005, c'est quand Sir Howard Stringer, donc le nouveau PDG, remplace M. Hidei. Donc la première fois qu'un Américain vient gérer une entreprise japonaise, avec des gros challenges au niveau de la culture, parce que c'était un Américain qui n'avait jamais habité au Japon, qui ne parlait pas japonais, qui n'habitait pas au Japon, qui donc quand il venait restait une semaine à chaque fois et puis repartait pendant 3 semaines, et il restait à l'hôtel. Donc pour la culture japonaise, pour bien la connaître, ça ne montrait pas son engagement, ça ne montrait pas sa passion pour ces Japonais. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Stringer donc, a décidé que Aibo ne faisait pas partie de ses stratégies de produits. C'est vrai que pour aller dans son sens, Sony donc, venait d'avoir ce Sony Shock, donc le chiffre d'affaires était en berne. Donc, il a voulu se recentrer sur des produits à plus grande valeur. Là où je le rejoins absolument pas, c'est que Aibo était un produit, est toujours un produit de marketing et un produit d'image, parce que c'était le premier produit avec intelligence artificielle. Et je pense qu'il aurait dû continuer à investir dans l'intelligence artificielle, même si, alors on ne perdait pas d'argent avec Aibo, mais on n'en faisait pas beaucoup. Donc, même si ce n'était pas un produit qui gagnait beaucoup, je pense que l'image d'Aibo et de Curio, qui était donc le robot bipède qui
époustoufler le monde. Je pense que Sony aurait mieux fait de garder Aibo et de continuer à investir dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y aurait des produits beaucoup plus avancés que l'Aibo qui a été sorti en 2018, qui a quelques progrès bien évidemment parce que c'est plus sur le cloud, on n'utilise plus la mémoristique, il y a aussi, on utilise beaucoup des produits qu'on va trouver dans Meta, le nouveau Facebook, donc dans ce différent univers où on peut acheter de la nourriture pour Aibo, où on peut acheter du divertissement pour Aibo, des choses comme ça. Mais au niveau intelligence artificielle et au niveau innovation, on est moins que quand nous on a sorti le produit en 99. Voilà. On est arrivé quand même avec une notion de ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle et GPT-3, donc qui est la technologie pour pouvoir faire parler justement et d'avoir du discours naturel, qui est à un niveau qui est extraordinaire. Donc c'est vrai qu'une personne âgée va peut-être, dans notre culture en tout cas, avoir quelques... ça va être compliqué pour cette personne de se dire je vais parler avec un robot, mais quand elle voit qu'elle est capable de dire je vais pas bien, vérifie ma tension, et que le robot va être capable de le faire, que le robot va dire attention la personne est tombée et est capable d'appeler un numéro d'urgence, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Je ne parle pas d'aujourd'hui nos grands-parents, c'est peut-être un peu trop tard si je puis dire, mais nos parents ou même nous. Moi, je sais que dans 30 ans, quand je serai plus âgé, moi, j'aurai aucun problème de parler avec un robot. Parce que notre génération a déjà évolué. Donc, on le voit. Peut-être le Japon, la Chine sont des pays qui sont déjà évolués. Nous, ça va arriver. Donc, on travaille aujourd'hui sur les smart cities. Donc, c'est quoi la smart city? C'est la ville intelligente, c'est-à-dire en utilisant des capteurs, en utilisant cette économie, justement, tout le monde peut partager, économie de partage, où on va faire des progrès sur l'énergie. Par exemple, donc, des maisons qui vont être orientées sud vont pouvoir emmagasiner le chauffage ou emmagasiner de l'électricité par du photovoltaïque et partager après à d'autres maisons. Par exemple, Engie, avec qui je travaille énormément, a sur l'île Dieu un énorme projet où un village de l'île Dieu devient suffisant entre eux-mêmes, je ne sais pas combien il y a de maisons, parce qu'ils partagent tous la façon dont ils sont orientés, et ils partagent tous donc justement cette énergie. Et donc il n'y a pas de gâchis, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai fait tout un chapitre de mon livre sur justement le gâchis et éviter ce gâchis et éviter justement qu'on va trop consommer ou pas assez, parce que aussi, vous voulez pas, si on se réveille à 7h du matin, qu'on va prendre une douche chaude et qu'on n'a pas d'eau chaude, on ne va pas être content. Et donc là, c'est là où ça ne fonctionnera pas. Donc ce qui est important, c'est de vraiment utiliser ces nouvelles technologies dans un but précis. Donc là, Smart Cities, c'est éviter le trafic. Donc les gros bouchons, ça c'est sûr que Bordeaux pourrait l'utiliser beaucoup mieux. Mais on travaille avec des villes comme Miami, entre autres, en ce moment, qui justement régulent le trafic. Avoir des feux intelligents. Par exemple, combien de fois on peste, il n'y a personne qui vient à droite, personne qui vient à gauche, et on est bloqué à un feu. C'est infernal. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a quand même cet Internet des objets, ce qu'on appelle l'IoT, qui est capable de voir combien il y a de voitures qui attendent, il suffit d'un capteur sur un feu. Alors sur les 4 là, en l'occurrence, et qui peut dire, ben là il n'y a pas de voiture, je me mets au rouge et je fais passer les autres au vert, alors que les autres on sait qu'il y a 50 voitures qui attendent. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui au fur et à mesure, alors là encore une fois on marche avant de courir, mais là c'est ce genre de petites choses qui au fur et à mesure vont permettre aux villes de consommer mieux, d'optimiser leur énergie, de dépenser moins en termes de pétrole, alors on voit de plus en plus des voitures électriques. Alors avec tout, encore une fois, on est en train de marcher avant de courir. Hein, donc les voitures électriques, on est obligé d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des batteries qui sont peut-être pas super pour l'environnement, parce qu'au fur et à mesure, les batteries vont devenir meilleures pour l'environnement. C'est justement, on ne peut pas tout d'un coup inventer la solution qui va être fantastique pour le monde. Il faut savoir commencer quelque part, et ça a été ça notre gros défi avec Sony, c'est où on commence. Où on commence pour la GPS, où on commence pour la robotique. Donc on dit, on va sortir un produit qui ne sera pas parfait, c'est sûr, mais qui va avoir des bénéfices et qui surtout va faire comprendre aux gens vers où on veut aller. Alors quels sont les domaines où tu penses que la technologie, elle est essentielle parce qu'elle apporte un progrès, et dans quel domaine la technologie finalement nous fait régresser? Donc un progrès pour moi, c'est aujourd'hui ce que je peux voir, c'est dans la santé, ça c'est sûr.
Dans la santé, les nouvelles technologies vont nous permettre de vivre mieux, en tout cas en termes de qualité de soins par rapport aux chirurgies qui peuvent être faites par des robots et des choses donc beaucoup plus précises. Donc je pense que ça c'est un domaine. Je pense que l'agriculture est un autre domaine qui va avoir vraiment une grosse amélioration de qualité de vie. Le dernier endroit vraiment où je pense qu'on peut vraiment trouver un moyen, c'est tout ce qui est autour de la mobilité. Ensuite, les domaines sur lesquels je ne serais pas négatif par rapport aux nouvelles technologies. Je dirais les domaines sur lesquels il faut travailler, c'est justement la production de cette matière première et l'intelligence à chaque fois que l'on crée la moindre chose, de se dire, est-ce que... je vais te donner un exemple qui vient de m'arriver. L'édition. J'ai écrit un livre. Je suis allé voir des éditeurs qui, outre le fait qu'au niveau du droit, le livre ne m'appartenait pas, mais le livre appartenait à l'éditeur, le contenu m'appartenait, mais bon, derrière, je ne pouvais pas tout mettre non plus parce que c'était un peu, justement, parce que je disais trop de choses qui auraient pu amener à débat. Les éditeurs me disaient, bon, oui, ça sent pas mal votre livre, on pourra en imprimer 2000. Je dis, ok, et si j'en vends 200, ah bon, on les jette. Donc, encore une fois, ça c'est un domaine, je vais tuer je ne sais pas combien d'arbres, et ça c'est quelque chose que je tiens très, très fort. J'étais président de l'association de sauvegarde du site d'Arcachon, où justement je voulais défendre les arbres. On a des pins parasols qui sont superbes sur Arcachon, des espèces de pins qui n'existent presque plus qu'à Arcachon, et je voulais absolument, et la mairie était d'accord avec moi, on avait travaillé là-dessus, et avec l'ONF pour justement protéger ces arbres. Et là je me dis, donc je vais faire un livre sur comment justement ces nouvelles technologies peuvent aider le développement durable, et derrière, on va abattre 100 arbres pour me faire mes 2000, et je dis n'importe quoi, je ne sais pas du tout combien ça aurait été d'arbres, mais on va m'abattre 100 arbres, disons, pour m'imprimer 2000 livres, et derrière, on va en jeter 1800. Alors, le premier, je n'ai pas réagi, le deuxième qui m'a dit ça, alors il ne parlait pas de 2000, il parlait de 1000, là je lui ai dit, bon écoutez, je crois que vous n'avez vraiment pas compris mes valeurs. J'étais juste... Alors, moi je l'ai fait avec Amazon, du coup, j'ai pas honte de le dire. Je l'ai fait avec Amazon. Qu'est-ce que fait Amazon? Ils impriment à la demande. Donc Amazon n'a pas de stock. D'accord? Le livre m'appartient en plus, c'est de l'auto-édition. Donc je fais ce que je veux du livre. Je mets les chapitres que je veux dedans, à partir du moment où ça ne parle pas de drogue, de choses comme ça. Et derrière, si jamais je ne vends pas de livre, il n'y a pas d'arbre qui est blessé, si je puis dire. Et si les livres se vendent, mais ils vont le faire au fur et à mesure. Je ne sais pas en combien de temps tu as reçu le mien, mais normalement, en 2-3 jours, on reçoit celui d'Amazon. Il est imprimé à la demande, il n'y a pas de stock, et encore une fois, on protège la planète, et c'est imprimé dans le pays le plus proche, ou en tout cas dans la région la plus proche, ou là où on habite. Mon frère qui habite New York a commandé mon livre, c'était le premier à commander son livre, ça a été imprimé dans l'État de New York. Donc on gagne au niveau... donc, je sais, je vais faire sauter tout le monde parce que je parle d'Amazon, en bien d'Amazon, mais je suis désolé, quand je vois ça, je me dis, eh bien, il faut qu'on passe à un modèle comme Amazon pour l'édition. Voilà. Donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment tout ce qui est créé aujourd'hui, que ce soit de la nourriture, que ce soit des biens de consommation, que ce soit de l'électronique, tout doit être réfléchi auparavant pour se dire, si je fais ça, quel impact je vais avoir sur la planète. Merci beaucoup Nicolas Babin. Chamengo.